ici chez nous, en Europe, justement, des voix s'élèvent, de nombreuses voix s'élèvent pour souligner l'incertitude quant à la capacité européenne d'assurer sa propre défense. Écoutons ce qu'en a dit notre président Emmanuel Macron. C'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Bonne question. Oui, Michel Goya, est-ce qu'il n'est pas quand même temps de commencer à enclencher quelque chose? Il est trop tard. Non, mais effectivement, c'est tard. C'est terrible ce que vous dites. Non, mais dans l'absolu, oui, nous, l'Union européenne, pour parler que de l'Union européenne, on pourrait parler du Royaume-Uni aussi. Mais on est la région la plus riche du monde, pratiquement. On a 450 millions d'habitants. Même les armées qui existent déjà, on les rassemble toutes, ça fait quelque chose d'assez conséquent. Donc on a le potentiel. Maintenant, ce qui se passe depuis longtemps, c'est qu'on a pris, on est devenu dépendant à l'OTAN. Et l'OTAN est dépendant des États-Unis. Voilà l'enchaînement. Et donc, si par un coup de baguette magique, les Américains disparaissaient du paysage, oui, on serait très embêtés. Oui. Tout l'OTAN ne fonctionnerait plus, mais on serait quand même au pied du mur, on serait quand même obligé de réinventer quelque chose. Le problème, c'est qu'on n'est jamais dans cette situation en réalité. On est toujours en situation où les Américains se retirent progressivement, où on se dit, bon, finalement... On n'a jamais été aussi proche, en tout cas. C'est cette situation de dépendance qui est extrêmement... Elle existera toujours. Elle existe toujours, pas forcément. Mais si on prend les choses en main. Mais on est devenu... Enfin, je parle des Européens, les Français un peu moins. Mais, oui, les Européens. Parlons d'abord des Européens. Les Européens sont devenus très dépendants de... Il y a des armées complètes qui ne peuvent pas fonctionner hors de l'OTAN. Et, j'y reviens, l'OTAN ne peut pas fonctionner véritablement, correctement, sans les États-Unis. Si les Américains sont aussi importants, c'est parce qu'ils se sont donné les moyens aussi d'être puissants. Encore une fois, quand l'homme de 120 kilos parle, celui de 60 écoute. C'est à nous d'avoir un peu plus de muscles aussi. Si la France avait le même budget, si les Français faisaient le même effort que les Américains en termes de budget de défense, en termes d'effort de défense, on serait à un budget à 92 milliards d'euros. Là, oui, on pourrait parler, on nous écouterait. Le problème, c'est qu'il y a plein... en réalité, il y a plein de pays qui ne veulent pas. Oui, justement, on va y venir. Tout le monde n'a pas la même réaction. Mais justement, pardon, Xavier Titelman, est-ce qu'on devrait dépenser plus pour notre défense, nous, Européens, à cause de cette réélection de Trump, puisque c'est de lui dont on parle là, et de sa réélection dont on parle, ou alors en raison de la menace russe? Mais les deux. Avant de continuer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que l'argent des sponsors retourne à l'Ukraine et notre partenaire aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il est directement impliqué dans les questions de logistique et de continuité d'activité et c'est Kernel Software. Vous l'avez compris, dans tous les conflits, la logistique, c'est la nerf de la guerre, que l'on parle de Jules César jusqu'à la guerre en Ukraine. Mais ce qui est vrai dans les opérations militaires l'est tout autant dans les secteurs industriels, avec par exemple les bureaux des opérations des compagnies aériennes, car c'est là qu'il faut agir avec des ressources limitées, tout en assurant les missions, malgré des aléas qui peuvent être techniques, météo ou humains. Très concrètement, ça veut dire qu'il faut construire des plannings qui vont être optimaux, il faut être capable de les réorganiser en fonction des aléas qu'on va rencontrer et des perturbations. Et là, c'est le domaine d'expertise de l'entreprise française Kernel Software. Ce sont des logiciels qui construisent automatiquement les plannings des pilotes et des PNC des compagnies comme Lufthansa depuis plus de 15 ans. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, ils vont être capables de fournir un planning de près de 5000 pilotes et 25 PNC, sur lequel évidemment Lufthansa ne pourrait pas fonctionner. Et encore plus important, Kernel Software va prendre en compte les perturbations qui vont être rencontrées pour pouvoir proposer des adaptations afin de permettre une ponctualité et une sécurité optimale. Et c'est la même chose dans les trains Thalys ou Eurostar où ils sont présents. Là, en plus, il faut intégrer le droit qui n'est pas le même entre les agents, qui soient à temps partiel, le travail de nuit, les juridictions qui sont différentes d'un pays à l'autre. Et tout ça, c'est intégré pour offrir des solutions qui sont toujours adaptées et légales. Et le mieux, c'est que les personnels sont eux aussi acteurs de la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils vont poser des desiderata, ils vont connaître la probabilité que leur demande puisse être attribuée. Et puis une fois que les plannings sont fournis, là ça marche un petit peu comme un réseau social, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des demandes d'échange avec leurs collègues, avec une bourse d'échange qui marche du coup d'une manière très efficace, avec un taux de satisfaction qui est super élevé. Donc vous m'aurez compris, que vous soyez civil ou militaire, qu'à partir du moment où vous avez besoin de gérer des équipes, d'organiser des plannings, de maîtriser les coûts et de garantir le fonctionnement de votre structure, eh bien les outils Kernel Software vous apporteront les solutions qui ont fait leurs preuves dans le monde réel. Donc je vous mettrai tous les liens en commentaire de cette vidéo ainsi qu'en description de la vidéo.
Allez, on retourne à notre sujet. De la menace russe. Mais les deux. Déjà les parce deux. que si on a comme objectif d'être souverain à terme, français si possible, européen si nécessaire, et qu'on arrête 55% des armes achetées par les pays européens sont achetées aux États-Unis, oui. alors qu'on sait tout faire tout seul, c'est complètement ridicule. Mais alors pourquoi on les achète aux États-Unis? Mais parce qu'il y a des pays qui veulent, qui pensent qu'ils sont sous un parapluie américain, tout simplement à partir du moment où ils achètent américain. Sauf qu'on n'a pas la certitude qu'ils vont être là demain et que ça fait quand même 3 ans. Donc on s'est trop reposé sur eux. Mais à 1000%. Et vous disiez c'est trop tard. Mais c'est trop tard aujourd'hui pour compenser une éventuelle disparition des Américains. J'espère qu'ils disparaîtront pas du jour au lendemain. J'espère qu'ils vont pas redevenir isolationnistes. Et qu'on n'ait pas ce problème de compenser, vous voulez dire. Mais et c'est il y a 3 ans qu'il fallait se poser la question de si Trump revient et qu'on se pose la question de sa crédibilité en tant que soutien des pays baltes, où il a dit qu'il allait abandonner les pays baltes et que si la Russie allait et que c'est à nous d'assurer notre défense tout seul. Quand il a commencé à le dire, on n'a pas commencé à mettre en œuvre les politiques qui permettaient d'être capables. On est à la traîne, aujourd'hui. Et maintenant que peut-être que ça arrivait dans 1 mois, dans 2 mois, et ben là, on n'a pas fait le nécessaire. Mais si on le met maintenant, ce sera des résultats dans 2 ou 3 ans. Donc, Samantha, est-il urgent d'agir? Quelles sont les conditions pour arriver à quelque chose, finalement? Il est urgent d'agir, mais surtout urgent de savoir qu'est-ce qu'on va faire. Il ne faut juste pas agir pour agir. Alors, il y a eu un grand problème dans les pays de l'Europe jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à la guerre en Ukraine, finalement, c'est que les Polonais, les pays baltes n'avaient absolument aucune confiance ni en la France ni en l'Allemagne, parce qu'ils voyaient la France et l'Allemagne comme étant des pays beaucoup trop pro-russes, ou en tout cas trop complaisants vis-à-vis des Russes. Et pour un Polonais ou un Estonien lui dire vous allez dépendre de la France ou de l'Allemagne pour votre sécurité, ce n'était pas possible, ce n'était pas envisageable. Ils ne voyaient que leur salut dans les États-Unis et éventuellement une coopération avec les Britanniques. Aujourd'hui, la France en particulier commence à avoir un discours qui donne beaucoup plus de confiance aux Polonais et aux Baltes, qui sont ceux qui sont importants. Donc il y a cette chose-là. Mais une chose qui est importante, et je crois que là, beaucoup d'Européens l'ont compris, c'est que Trump ou pas Trump, il faut être autonome des États-Unis. Parce que demain, on ne sait pas qui sera élu. On ne peut pas dépendre tout le temps de qui sera élu aux États-Unis. Nous sommes un continent qui doit être souverain dans cet aspect-là. Justement, dans le cas d'un désengagement prévisible des États-Unis de la défense de l'Europe, une question se pose, alors lancinante, bien sûr, qu'on a déjà posée, et qui se repose, et il semble urgent d'y répondre, c'est celle de la force nucléaire française qui, on pose la question, devrait-elle être mise à disposition des États européens, Guillaume? Ça, c'est pas la première fois qu'on pose cette question. Non. Et écoutons justement ce qu'en disait Emmanuel Macron, le président français, en avril, lors de son grand discours de la Sorbonne. Quand nous avons un voisin devenu agressif, qui n'explique plus ses limites, mais qui dispose de capacités balistiques sur lesquelles il a beaucoup innové ces dernières années, dont les portées et la technologie s'est transformé, qui dispose de l'arme nucléaire et en a monté les capacités, on voit bien qu'il nous faut bâtir ce concept stratégique d'une défense européenne crédible pour nous-mêmes. La France y jouera tout son rôle, nous qui avons un modèle d'armée complète, dont l'objectif est d'être l'armée la plus efficace du continent, et qui sommes aussi dotés de l'arme nucléaire et donc de la capacité de dissuasion qui va avec. La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. Xavier Titelman, cette question épineuse, celle de la potentielle mutualisation des armes nucléaires françaises. C'est un mot précis. Oui. C'est un mot que j'ai l'impression les militaires n'aiment pas particulièrement. Ah non, parce qu'il faut rester 100% souverain, sans aucun doute, sur le fait qu'on soit totalement autonome sur notre capacité. Donc vous dites non, vous dites non. Mais pourquoi c'est si important déjà? Oui, expliquez-nous. Parce qu'il faut qu'on est tout seul, sans demander à qui que ce soit, ni les Américains, ni les Anglais, ni les Belges, qui nous fournira un écrou dans un coin, le droit d'utiliser nos armes tout seul, sans dépendance technologique, ni à la maintenance, ni quoi que ce soit aux autres. Donc c'est le cas aujourd'hui, et vous souhaiteriez que ça reste le cas. Mais quand on parle de mutualisation, ça ne veut pas dire qu'on partage pour qu'il y ait une technologie partagée. Ça veut dire éventuellement qu'on remplacerait les États-Unis dans ce rôle d'être le vecteur européen, les B-61. C'est autre chose. C'est-à-dire que la France pourrait remplacer les États-Unis en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Turquie, éventuellement. Mais c'est faisable, ça? S'ils achètent des Rafales et qu'on accepte et qu'ils partagent les frais et qu'ils se désengagent du F-35 américain, là, ça fait beaucoup de cils, hein. Mais bien sûr, mais si on veut être souverain européen, c'est ça la solution réelle. Est-ce que vous défendez Xavier Titelman? Mais moi, je vais même plus loin que ça. Ça fait longtemps et je me fais taper dessus à chaque fois que je le dis. Je suis pour une sortie de l'OTAN organisée à horizon dans 10-15 ans, sans les États-Unis, pour recréer un OTAN européen qui n'est pas dépendant de l'Union européenne, qui est trop compétente. Et qui serait dominé par la France, c'est ça?
Et par la force nucléaire française ? Si la Pologne est demain une force plus importante que nous parce qu'ils dépendent plus, ce sera eux qui seront dominants et ils choisiront leurs armes en fonction de ça. Attendez, vous dites quand même que si vous voulez recréer une espèce d'OTAN européen, pourquoi pas juste l'Europe ? Pourquoi elle ne suffirait pas dans cette... Non, l'Union européenne, il existe la PESD, etc. C'est trop compliqué. Et puis il y a une politique, il y a un côté politique qui est très... Et il y a le problème du Royaume-Uni. Samantha a raison. Mais est-ce faisable, Michel Goya, ce que dit Xavier Titelman ? Il faut rappeler l'article 1er et le 2, même du traité de non-prolifération nucléaire. Il est interdit de transférer des armes nucléaires à un autre pays. Et la décision d'emploi d'une arme nucléaire à un autre pays. Là, ce qui se passe avec les États-Unis, par exemple, en Europe, parce que c'est le seul cas qu'on ait de partage. C'est pas vraiment un partage. C'est pas vraiment un partage. Expliquez. Vous avez des armes nucléaires qui sont en Europe, dans différents pays européens, des bombes B-61, pour être précis. Et là, c'est quoi le scénario ? Le scénario, c'est un pays comme l'Allemagne est envahi, il est envahi, ses enjeux vitaux, enfin ses intérêts vitaux sont en jeu, et ils peuvent dire aux Américains, bon voilà, maintenant on aimerait bien qu'on utilise l'arme nucléaire. Donc ils demandent, la décision est américaine. Et dans ce cas-là, si les Américains disent le président des États-Unis dit oui, non, il dit oui, peut-être on peut utiliser des avions allemands qui sont capables, qui sont forcément d'ailleurs achetés aux États-Unis. Non, les Tornados, non. Pas les Tornados, c'est vrai. Pour l'instant, pas encore. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est le président américain qui décide. Dans tous les cas de figure, bien sûr, la décision est forcément, dans tous les cas de figure, là, en l'occurrence, américaine. Avec des armes qui sont en Europe, qui sont de relative petite puissance. Parce que la question qui se pose surtout, c'est une fois qu'on a employé l'arme, qu'est-ce qui se passe ? L'arme nucléaire, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Soit, au mieux, il ne se passe plus rien, les Russes en face disent « Ok, on a compris le message, on arrête tout ». Bon. Enfin, vous dites les Russes l'ennemi, pas la seule menace, mais voilà. L'envahisseur venu de l'Est dit « Ok, on arrête tout ». Bon, c'est peut-être la Corée du Nord, c'est peut-être... Pourquoi pas, mais le plus probable aussi qu'il riposte, riposte nucléairement. Et là, il va riposter où ? Il va riposter contre qui ? Contre l'Allemagne ? Contre les États-Unis, il va riposter avec quels moyens ? Donc tout ce qu'on peut espérer quand on est américain à ce moment-là, c'est qu'ils disent bon, on va rester dans la même catégorie et il va taper sur l'Allemagne plutôt que les États-Unis. C'est pour ça qu'il y a des armes qui sont en Europe, alors qu'en réalité la couverture pourrait être américaine. Donc si on fait la même chose, nous Français par exemple avec la Pologne, ça signifie effectivement on va déployer. Alors tout ce qu'on a en stock, c'est c'est le missile aérien, la SMPA, qui est très puissant, qu'on pourrait déployer en Pologne éventuellement avec des avions polonais ou des avions Rafale français, mais avec toujours cette question, d'abord, décision président de la République française, point, ça c'est clair, et puis 2, qu'est-ce qui se passe si on tape sur des Russes avec nos ASMPA j'ai compris, depuis la Pologne. C'est faisable, c'est une décision politique. Xavier Titelman, regardez justement si on compare le nombre d'ogives dans le monde. Alors on vous montre souvent ces chiffres, mais là ils sont intéressants. Ils sont importants. Voilà, à la lumière de cette question. Voilà. 4300 pour la Russie, 3700 pour les États-Unis, 500 pour la Chine, 290 pour la France, 225 pour le Royaume-Uni, 50 pour la Corée du Nord. La France, à elle seule, elle ne peut pas faire le poids, même avec le Royaume-Uni. Encore raser Moscou 100 fois. On est bien d'accord qu'on peut tous raser la Terre 600 fois avec tout ça. Alors déjà, en termes d'armes réellement déployées, les États-Unis sont devant la Russie. Là, il y en a une grosse partie qui sont stockées, qui ne sont pas porteurs, qui ne sont pas utilisés. On parle de possession. Possession, oui. Alors, il faut avoir aussi en tête qu'une partie, par exemple, si on voulait réellement mettre à disposition notre arme nucléaire d'autres pays comme la Belgique, etc., ça veut dire que les États-Unis retireraient leurs armes et que la France augmenterait en volume. On passerait à 400, je ne sais pas combien est-ce qu'il en faudrait réellement pour pouvoir remplacer les États-Unis. Donc ça veut dire des investissements. Et ce n'est pas à la France de payer ces investissements. Non, là pour le coup, il pourrait être européen. Veulent être protégés. La deuxième question, elle est aussi politique. Ça voudrait dire qu'il y aurait toujours une double clé, mais qui serait française. Est-ce que le chancelier allemand accepte aujourd'hui d'être sous les ordres de Trump ? Est-ce qu'il accepterait d'être sous les ordres de Macron ? Ça, c'est un autre problème. Absolument. Et juste un parallèle, parce que je me fais taper dessus sur Internet. Déjà ? C'est aussi un retour face aux Russes. Les Russes débordent aujourd'hui de ce qui est autorisé. Les Allemands, quand ils font des exercices avec leurs bombes atomiques, ils restent dans l'Allemagne de l'Ouest. Ils ne débordent pas. Or, les Russes sont revenus sur les accords et ont remis des armes nucléaires en Biélorussie contre tous les accords qui avaient été signés jusque-là. Ça veut dire que les Russes l'ayant violé, ils font qu'on rétablisse une symétrie. S'ils avancent, nous aussi, il faut qu'on se donne le droit d'avancer. D'accord. Michel Goya, cette mutualisation dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait atténuer ce qu'on appelle les facultés de dissuasion qui seraient les nôtres à l'échelle européenne ? Est-ce que, et pourquoi ? Non, mais
Il faut bien comprendre une chose, on utilise l'arme nucléaire face à une autre puissance nucléaire, ça équivaut à se suicider. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est pour qui accepte-t-on de se suicider? Pour qui? Voilà. Est-ce que on va accepter, nous Français, on va accepter de se suicider, on va accepter que Lyon soit détruite pour sauver Varsovie, par exemple, ou Tallinn ou Vilnius? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Mais il faut l'afficher. En revanche, oui, voilà. Oui, non, mais là, non, ce qu'il faut développer, en revanche, qu'il faille combattre pour Vilnius, qu'il faille combattre avec les Polonais, oui, ça incontestablement. Et donc la seule manière de ne pas être placé devant ce dilemme du tout ou rien, en réalité, du suicide ou rien, c'est d'être fort, mais militairement, conventionnellement. Oui, avant d'arriver à ce dilemme qui est absolument impossible en réalité. Si nous, la France, on a décidé d'être complètement autonome en matière nucléaire, c'est parce qu'on n'avait pas confiance justement dans les États-Unis. De Gaulle disait, moi, jamais un président des États-Unis acceptera que Boston soit détruite pour sauver Cologne ou pour venger Cologne, etc. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les armes américaines sont en Europe, en disant que si elles ripostent, ce sera plutôt en Europe. Donc, c'est notre dissuasion nucléaire, elle n'est pas taillée en réalité, elle n'est pas conçue, elle n'est pas taillée pour être... Voilà, c'est à stricte suffisance. Nos armes, les missiles, déjà on doit avoir 30-40, les missiles aériens, 30-40, c'est pas beaucoup. Les bombes B-61 américaines, il y en a à peu près 200 en Europe. Et puis c'est des armes prépuissantes, déjà qu'on est à 300 kilotonnes, donc ça signifie des retours minimum de la même puissance. Donc on n'est pas dans les gestions de l'escalade, de l'avertissement à relativement petite échelle. Donc voilà, on n'est pas du tout taillé. Et puis je rappelle encore une fois, il est interdit par traité de transférer des armes nucléaires à la volonté de quelque autre pays. C'est national. Le nucléaire ne se décide que nationalement. D'accord. Depuis l'élection de Donald Trump ce mercredi...